Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il a 54 ans, il s'appelle Pierre Nkurunziza. Il dirige le Burundi et de main de maître depuis 2005. Il a désormais la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ainsi en ont décidé les Burundais dans leur grande majorité à l'issue du référendum de ce 17 mai 2018. Alors, quels sont les grands changements contenus dans cette nouvelle constitution qui vient d'être adoptée? Que deviennent les accords d'Arusha qui sont censés régir la vie politique et institutionnelle du Burundi? À quand véritablement un dialogue inclusif pour une sortie de crise durable au Burundi? 3 Burundais avec moi pour en parler. Madame Christine Nina Nyonsavier, vous êtes ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Burundi en France. Vous êtes par ailleurs la représentante spéciale du président Pierre Nkurunziza auprès de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Pour vous, cette nouvelle constitution qui vient d'être adoptée contribuera à moderniser la vie politique et institutionnelle de votre pays, le Burundi. Vous nous direz dans quelle mesure au cours de cette émission. Merci, Madame l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Absolument. J'ai bien invité votre invitation et je vous dirai ce que j'en pense. Merci. Merci à vous. Jean Minani, je dirais avec égard et déférence que vous êtes un routard de la politique burundaise. Vous connaissez très bien la politique de Burundi qui n'a pas de secret pour vous. Député de 93 à 2015, ancien ministre de la Santé publique, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien membre du Parlement panafricain. Vous avez été négociateur et signataire des accords d'Arusha en 2000 précisément, et vous êtes actuellement le président du CNARED, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Pour vous, cette nouvelle constitution qui vient d'être adoptée est un véritable recul démocratique pour votre pays, le Burundi. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Innocent Banon, docteur en sciences politiques, vous êtes politologue, grand soutien du pouvoir à Bujumbura. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous avez tenu à dire combien vous êtes heureux de voir vos compatriotes adopter la nouvelle constitution qui leur a été soumise par le président Pierre Nkurunziza. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être au plateau avec vous. Voulez-vous, oui ou non, la nouvelle constitution et ses différents amendements? Oui, ont répondu les électeurs burundais qui se seraient rendus aux urnes à 96% selon Pierre Claver Ndaïkari, le président de la commission électorale. Une nouvelle constitution donc qui, dès 2020, autorise le président Pierre Nkurunziza à briguer 2 nouveaux mandats de 7 ans, mais pas seulement. C'est un sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. Les Burundais ont dit oui au projet de modification constitutionnelle. Ce jeudi 17 mai 2018, c'est à travers un référendum que 96% des 4 800 000 électeurs burundais ont approuvé la nouvelle constitution initiée par le président burundais Pierre Nkurunziza. Un référendum pourtant vivement critiqué par l'opposition burundaise, mais aussi par la communauté internationale. Le oui l'a bien emporté, avec environ 73% des suffrages exprimés. Le président Pierre Nkurunziza, depuis 13 ans au pouvoir, pourrait désormais y rester jusqu'en 2034, soit 2 septennats supplémentaires à partir de 2020. Au niveau national, représente 73,26%. Le non représente 19,34%. Les nuls représentent 4,11%. Et les abstentions représentent 3,28%. Cette synthèse nationale, c'est l'information clé. Selon notre évaluation provisoire, si aujourd'hui ou demain, quelques leaders politiques nationaux ou partenaires étrangers critiquent le référendum de mai, il faudra plutôt comprendre
que ce processus est critiqué parce qu'il a été un véritable succès sur les plans organisationnels, politiques et démocratiques. C'est depuis le 12 décembre 2017 que le président Nkurunziza a lancé des activités relatives au projet de révision constitutionnelle. Un projet et un référendum boycottés par l'opposition. Le pays traverse en effet une crise politique et sécuritaire depuis 2015, année à laquelle le président Pierre Nkurunziza a voulu briguer un troisième mandat, vivement contesté par son opposition. Plusieurs amendements du projet de révision constitutionnelle sont mis en cause, dont l'adoption du septennat qui pourrait permettre au président de se présenter 2 fois dès 2020. Ces détracteurs parlent de coup d'État constitutionnel, mais également de défaut de consensus. Il devient difficile d'avoir un consensus sur ce principe de révision constitutionnelle, à plus forte raison sur les aspects qui doivent être révisés. Voilà pourquoi nous, on continue à soutenir que toute procédure de révision de la Constitution devrait relever d'une démarche consensuelle, surtout qu'on était dans un processus de dialogue. Et une des questions justement qui suscite la controverse concerne justement le respect de la Constitution et de l'accord d'Arusha. Selon les membres de l'opposition, c'est au forceps que cette réforme constitutionnelle a été imposée et votée par le peuple burundais, remettant en cause les accords d'Arusha de 2000, des accords qui avaient permis de mettre fin à 10 années de guerre civile et qui régissaient les équilibres politiques, ethniques et institutionnels du pays. Autre changement, et pas des moindres, les lois seront désormais adoptées à la majorité simple au lieu des 2/3 précédemment. La nouvelle constitution crée également un poste de Premier ministre et certains observateurs fustigent déjà l'absence de dispositions prévoyant l'équilibre ethnique au sommet de l'État. Quant aux accords d'Arusha, leur avenir est désormais incertain. On introduit réellement qu'on va respecter l'accord d'Arusha et les accords de cessez-le-feu qui ont été signés, mais aussi il y a l'esprit de l'accord d'Arusha qu'on trouve bien sûr dans l'accord d'Arusha qui est le quota ethnique. On a gardé cela, on n'a pas changé, mais aussi il faut que les Burundais sachent qu'on n'a pas changé à 100% la Constitution de 2005. Vous savez, la Constitution de 2005 était constituée par 307 articles. La Constitution actuelle compte 292 articles. Le Burundi tombe, se relève, avance. Les Burundais ensemble essaient de construire leur pays. Un pays qui est sans cesse plongé dans une crise politique et en fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés selon la Cour pénale internationale. La page du référendum est tournée, le oui l'a bien emporté. Cependant, reste à savoir si le dialogue national inclusif, tant souhaité par les opposants burundais, notamment ceux en exil, aura bel et bien lieu. Madame l'ambassadeur, il y a une question simple que je voudrais qu'on aborde dans la première partie de cette émission. C'est la question: que se passe-t-il dans votre pays, le Burundi? L'ONU, dont votre pays est toujours membre, fait état de ce qu'il y a une crise politico-sécuritaire depuis au moins 3 ans, depuis 2015, une crise qui aurait déjà fait 2000 morts, avec 500 morts pour la seule année 2017. Que répondez-vous à ceux, effectivement, qui pensent que vous êtes dans le déni quand vous dites qu'il ne se passe rien au Burundi? Très rapidement. Merci. Avant qu'on aborde le vif du sujet relatif à la Constitution. Merci de me donner la parole. Bon, je vais commencer par ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé de dire s'il y a crise politique ou pas selon l'ONU. Je pense que les définitions sont différentes. Définition de quoi? De la crise. Quand vous parlez de la crise, ou quand l'ONU parle de la crise, il y a certainement des éléments de la définition que je ne détiens pas. Mais personnellement, je pense que la crise telle qu'on l'avait définie depuis plusieurs années,
les années de guerre, les années vraiment d'insécurité au Burundi, ces années-là sont passées. Donc la crise telle qu'on l'a décrivée il y a quelques années, elle n'existe plus. Madame, on va laisser la question sémantique, ou du moins la dimension sémantique, pour parler des faits. Les faits, selon l'ONU, ce sont 2000 morts, ce sont des milliers de déplacés, notamment vers la RDC. Vos compatriotes... Reconnaissez-vous qu'il y a des Burundais en RDC qui sont partis je reconnais très très bien qu'il y a des Burundais qui se déplacent, qui partent du Burundi vers la RDC, vers le Rwanda, vers la Tanzanie, vers l'Ouganda aussi. Et ceux qui ont plus de moyens, ils se déplacent vers l'Europe. Donc vers l'Europe, vers le Canada. Donc tout dépend des moyens de tout un chacun. Mais demander l'asile, ils viennent pas. Demander l'asile, c'est lorsqu'ils arrivent sur place qu'ils demandent l'asile. Mais lorsqu'ils quittent le pays, on ne sait pas toujours quelles sont les motivations pourquoi les Burundais quittent le Burundi. Et ça, c'est valable pour la plupart des pays africains. Nous avons des personnes qui quittent d'autres pays africains. Il y en a qui se noient dans la Méditerranée. Il y en a qui prennent tout moyen de bord pour arriver en Occident. Et je me demande toujours, est-ce que c'est parce qu'il y a la guerre dans leur pays? Est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes politiques? Ou c'est parce qu'il y a d'autres raisons, y compris l'asile économique? Et nous savons que cette partie, l'asile économique, prend beaucoup plus de place que l'asile qui a trait avec les réfugiés de la guerre et autres. Madame, sans s'éterniser sur cette question, quel intérêt aurait l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine à dire qu'il y a crise au Burundi? Je rappelle qu'en décembre 2015, l'Union africaine a même décidé d'envoyer un contingent de 5000 hommes dans votre pays. Le président Pierre Nkurunziza lui a promis le feu. Et ils n'ont plus déployé cette force. Exactement. Quel intérêt y a-t-il à dire qu'il y a crise dans votre pays alors qu'il n'y en a pas? Tout dépend des objectifs des uns et des autres. Vous savez, il y a toujours des raisons pour lesquelles on ne sait pas pourquoi l'ONU, spécialement, et la communauté internationale se bornent à décrire un pays sous crise. Un pays que dans un pays, il n'y a pas la sécurité, que dans un pays, il y a des choses qui ne vont pas, lorsque d'autres qui y vont reviennent avec des conclusions qui sont complètement différentes, qui disent qu'effectivement, on a été au Burundi, on a vu des Burundais, on a visité le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous n'avons pas rencontré quelque chose qui nous montre que vraiment il y a une insécurité dans le pays. Donc ceux qui sont à l'extérieur ont une manière de voir, ceux qui sont à l'intérieur ont leur façon de considérer les choses, et ceux qui y vont et reviennent peuvent aussi donner des rapports qui peuvent être beaucoup plus justes et justifiés avec des preuves sur place. Il y a une perception déformée de la réalité, dites-vous. Hein. Je pense qu'il y a... De l'extérieur, il y a une perception déformée de la réalité dans votre pays, le Burundi. Je pense que c'est une déformation volontaire. Une déformation volontaire. Oui. Que répondez-vous, monsieur Jean Minani? Je rappelle que vous connaissez très bien votre pays, le Burundi, pour y avoir exercé de très, très hautes fonctions. Président de l'Assemblée nationale, avez-vous été? Que se passe-t-il dans votre pays, le Burundi? Le pays va mal, très mal. Je crois qu'il est en train d'atteindre une situation que nous avons vécue en 1972. Je l'ai vécue. La plupart de mes frères et ses sœurs n'ont pas vécu comme il faut. Moi, j'étais là où tout le monde avait peur. Où il y avait des morts, il y avait des réfugiés. C'est la même situation? C'est ce qui est en train de se faire. Il y avait des réfugiés. Vous comparez la situation à 1972? Absolument. Il y avait des réfugiés, il y avait des morts, il y avait des arrestations arbitraires, il y avait des massacres de population. Et quand vous passiez, tout était calme et tout le monde disait que c'est la paix. Les autorités de ce temps-là chantaient partout qu'il y a la paix. Que celui qui voulait ne pouvait que rentrer. Et il disait la même chose, que ce qui fuit, c'est peut-être la famine, c'est peut-être... mais ce n'est pas la guerre, ce n'est pas des violations des droits de l'homme qui les poussent à quitter le pays. C'est peut-être des exilés économiques, madame. Et j'ai l'air d'être un exilé économique, vraiment, vous me connaissez. Est-ce que je suis un exilé économique? Si à mon âge,
si à notre âge, avec toutes les fonctions que nous avons occupées, la plupart d'entre nous, regardez tous ceux qui ont occupé d'autres fonctions. Non, vous dites, je continue. Vous dites quelque chose de très très intéressant, mais allez-y très rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais je veux déjà quand même m'en tenir à ce que vous venez de dire. Monsieur Bannon, je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur le Président. Monsieur Bannon, Jean Ménani dit quelque chose de particulièrement pertinent qui doit interpeller. Il dit, vous pensez que c'est à mon âge, je parle pour lui, hein, à mon âge que j'émigrerai vers l'Europe pour aller chercher une vie meilleure si je ne suis pas persécuté au Burundi. Que lui répondez-vous très rapidement? Vous pensez qu'il est en villégiature en Europe? Avant de répondre à cette question, oui, en tant que Burundais d'abord, je voudrais partager avec vous mon indignation à propos du reportage que je viens de voir. C'est dommage pour une chaîne africaine. C'est là où le monde qui nous observe dit les Africains, vous ne faites que ça. Moi, je suis désolé. Monsieur Bannon, vous avez l'indignation facile. Non, non, ce n'est pas facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Expliquez-nous. Ça, ce sont des images qui datent de 2015. Oui, on a écrit images d'archives. On peut rejouer, hein, c'est écrit. J'aimerais bien, pour analyser la situation ponctuelle d'un pays, que vous aussi vous partez de ce qui se passe actuellement. Parce que là, c'est en tant que Burundais, ça va faire mal, même aux Africains, de voir des images d'une crise. Mais non. Comme ça, toujours. Mais oui, crise, vous dites crise. Non, d'une crise qui n'est plus une crise, parce qu'on va toujours voir ces images, et l'image du Burundi sera toujours ces images que nous voyons. Si vous voulez partir, je suis désolé. Vous êtes politologue, vous n'êtes pas journaliste. Non, je ne suis pas journaliste, mais je manifeste ma dignité en tant que Burundais de cette génération qui aimerait que le Burundi évolue dans un sens qui n'est pas de ce qu'on voit. Vous dites que ces images datent de quand? 2015. 2015, voilà. Il y a 3 ans seulement. Il y a 3 ans, mais 3 ans, oui. Avant même 2015, oui, c'était pas comme ça, mais c'est là où on avait parlé qu'il y avait une crise, c'est là où on parlait qu'il y avait une crise. Mais aujourd'hui, oui, le peuple burundais a dépassé ces moments d'atrocité. Nous avons fait une mise en contexte, Monsieur Bannon, quand on évoque le référendum. Je suis burundais, je suis un burundais. Mon aspiration à un burundais paisible, un Burundais que je connais actuellement. Non, ça n'exclut pas du tout. Nous avons fait. Ça, c'est Afrique. Mais enfin, on ne va pas. Bon, je réponds alors à votre question. S'il vous plaît. Mais Dr Jean Ménani, c'est un grand politicien burundais, oui, et j'ai du respect envers lui. Et ça ne m'étonne pas de ce qu'il dit, parce que en tant qu'homme politique, il a aussi des aspirations politiques. Et tous les moyens sont bons pourvu qu'on arrive à son objectif. Donc, si Ménani part dans Burundi aujourd'hui semblable à celui de 72, désolé, je n'ai pas vécu ça. Je suis né à cette date. Ah, peut-être que lui, il a le bénéfice de l'expérience. Il a le bénéfice, mais moi, j'ai vécu pire que lui, avec le pouvoir qui était en place avant l'arrivée du CNDD-FDD. Monsieur Bannon, il y a contradiction dans ce que vous dites. Vous dites que vous n'avez pas vécu la situation de 72. Mais il y a des Burundais qui ont... Si vous ne l'avez pas vécu, comment pouvez-vous avoir vécu pire que lui? Parce qu'il y a des choses qui sont passées après 72, pire que les 72. Quand j'étais étudiant... Pour vous. Je vais vous expliquer. Monsieur Bannon, on va y arriver, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, je vais l'aider. Est-ce que je peux l'aider? Non, allez-y. Je vais vous aider. Alors, c'est exactement ce que nous avions laissé entre les années 93 et 96, 97 et les années 2000. C'est exactement la même situation. Une situation sans guerre, une situation aujourd'hui, c'est une situation où le pouvoir continue à tuer, continue à produire des réfugiés. Il n'y a rien qui se sait. Bon. Ils n'ont pas diminué en ampleur. Ils ont seulement changé de méthode. Monsieur Ménani, et c'est quoi la nouvelle méthode? La nouvelle méthode, aujourd'hui, on prend un, on le tue. On trouve encore dans la rivière Terre, on trouve encore dans le lac Terre. Ce n'est plus des tueries de masse, ce n'est plus des tueries de masse, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Mais on arrête aujourd'hui, les gens disparaissent, continuent à disparaître, et les gens continuent à fuir. Monsieur Ménani, le fait est là, pour parler de l'actualité, les Burundais ont dit oui au président Pierre Nkurunziza. Ils ont adopté... Oh non, au référendum. Pardon? Ils ont dit oui au référendum. Oui. Mais c'est le référendum de Pierre Nkurunziza. Oui, madame est diplomate, donc oui. Alors ils ont dit oui au référendum pour reprendre vos thèmes, et massivement d'ailleurs. Pour réviser la Constitution.
Quel renseignement tirez-vous de cette victoire du oui au référendum du 17 mai 2018? Si Traoré avait mis au référendum ces méthodes de son temps, je crois que les Allemands auraient voté oui. Et si en Afrique du Sud, on avait mis au référendum l'apartheid, je crois que tout le peuple, même y compris des Noirs, auraient voté oui. Et si même les colons, la colonisation, ceux qui ont décidé la colonisation, oui, ils avaient mis ça au référendum, je crois qu'ils auront voté oui. Un peuple opprimé, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous avez vu comment ce référendum s'est fait? C'est pas un référendum. C'est pas un référendum. Ça a été quoi? C'est une farce. Non. Ça a été une... Excusez-moi. Excusez-moi. Vous pensez que les Burundais qui se sont rendus aux urnes ce jeudi 17 mai l'ont fait sous la contrainte? Absolument. Sous la terreur. Beaucoup l'ont fait sous la terreur. La preuve. Comment est-ce qu'on peut aller voter à côté d'un jeune homme qui vous montre degré de force où il faut voter? C'est pas ça. Laisse-moi parler. Allez-y, Monsieur le Président. Comment est-ce qu'on peut parler de référendum lorsqu'on ferme tout, y compris tous les médias, parce qu'il n'y avait pas de médias, quels médias? Les seuls médias que les Burundais écoutaient avaient été supprimés. Ils n'ont même pas eu le petit réflexe de dire laissez ces médias peut-être pour nous crédibiliser. Ils l'ont fermé. Ils ont fermé la voix de l'Amérique, ils ont fermé la BBC, quel journaliste, quel référendum peut se faire dans un pays comme le Burundi, où il y a une crise, sans qu'il y ait au moins des observateurs? Dites-moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, comment on peut faire des élections sans aucun observateur étranger et dire que ces élections sont crédibles? Est-ce que vous savez ce que c'est, les élections crédibles? Vous le savez tous ce que c'est les élections crédibles. En quelques secondes, très rapidement, il n'y a pas eu d'élection. Madame l'ambassadeur. Il n'y a pas eu de référendum. On a bien compris, on a bien noté effectivement le contexte dans lequel s'est tenu ce référendum, selon vous, hein, où les Burundais se seraient rendus aux urnes sous la contrainte. Madame, très rapidement, Madame l'ambassadeur, en juillet 2015, lorsqu'il était élu, le président Pierre Nkurunziza avait dit qu'il en était donc à son dernier mandat. Qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'il change d'avis? Non, on ne va pas revenir sur... Ok, je ne reviens pas. Pour respecter vraiment la ligne de l'émission, voilà. Pourquoi? Je pense que qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de devenir de Pierre Nkurunziza comme président de la République ou autre. Mais c'est lié aussi. Hein. Non, vous pensez que c'est lié. Vous voulez dire que c'est lié. Oui. Ce qui est écrit, moi je me tiens à ce qui est écrit dans la Constitution telle que je l'ai lue. Il est écrit effectivement que le mandat passe de 5 à 7 ans, oui. et renouvelable. Renouvelable une fois, je pense. Oui. Mais il n'y a nulle part où on a dit que Pierre Nkurunziza va se représenter. Ça, c'est une autre étape. Oui. Et je crois que le processus dans lequel le Burundi s'est engagé aujourd'hui, l'opposition fait son rôle. C'est tout à fait normal que l'opposition conteste tout ce qui se passe au Burundi. Pour vous, la Constitution est tout à fait impersonnelle. Pour moi, elle n'est pas taillée sur mesure. Ce n'est pas pour le président Pierre Nkurunziza. La Constitution a été une décision, la révision de la Constitution a été une décision qui est sortie, une recommandation qui est sortie des dialogues. Du dialogue qui s'est passé d'abord à l'intérieur du Burundi et aussi à l'extérieur du Burundi. Il y a eu un dialogue. Il y a eu un dialogue à l'intérieur du pays et il y a eu aussi la manière d'apprécier comment est-ce que les choses sont en train de se passer dans le pays. Les gens s'accrochent sur ce qui s'est passé avant 2000. Avant les accords d'Arusha, pour dire qu'on doit rester figé, fermé, carré sur les accords d'Arusha. Mais les accords d'Arusha précisent dans la Constitution de 2005, précise déjà qu'on peut réviser la Constitution selon les besoins du pays. Justement c'est pour évoquer justement les accords d'Arusha que je vous prierai de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer évidemment l'avenir des accords, des fameux accords d'Arusha qui étaient censés régir en tout cas la vie institutionnelle et politique de votre pays. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.